Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, puis cette édition littérature qui sera consacrée à l'album de Panini, La bataille de Jakku numéro 3, tome final. Ici Francis en direct de Québec, et comme à notre habitude, on rejoint Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Salut, ça va super, et toi? En forme? C'est pas une bonne journée. On a eu des journées de remaniement ministériel ici au Québec et on a eu des très mauvaises nouvelles en commençant la journée. Alors, on va être à égalité pour une fois puisque c'est arrivé également. Nous, c'était hier soir, mais on va considérer que c'était aujourd'hui. Ouais, ben chez vous, c'est plus majeur que juste un remaniement ministériel. Donc, vous aurez reconnu outre-Atlantique la voix de Loïc dans l'Est de la France, si je me souviens bien. Ça va bien, Loïc? C'est ça. Ça va, super. Salut à tous. Excellent. Donc, avant d'aller plus loin, on salue aussi nos amis de Star Wars Littérature Québec et on vous invite à rejoindre le groupe et à venir discuter littérature de façon plus large sur le groupe de Star Wars Littérature Québec, groupe Facebook, mais il y a aussi chaîne YouTube, je crois, pour les podcasts vidéo et Instagram aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc, que vous soyez au Québec ou du Québec ou pas, là, on est très accueillant de ce côté-là. Un petit WhatsApp Star Wars rapide, messieurs. Allons-y avec Loïc. Alors, justement, ça tombe bien que tu me poses la question, Francis. Je ne vais pas vraiment faire un WhatsApp Star Wars. Je vais vous faire une petite annonce. Pas une petite annonce pour vendre des choses, mais voilà, après avoir longuement réfléchi, après avoir vraiment tourné la question dans tous les sens, et mon pseudo n'est pas là pour rien aujourd'hui, puisque j'ai décidé de ne plus intervenir dans les émissions de littérature Star Wars. Alors, je m'explique. Ouais, alors pas aujourd'hui évidemment, hein, ça sera la dernière. Il se barre. T'imagines, le gars il dit bon allez, salut, bonne soirée. Non, je suis bien là jusqu'à la fin de l'émission. En revanche, je suis très en colère, comme vous le savez, contre le canon Star Wars en littérature. Encore plus en colère avec tout ce qui est comics. Donc j'ai plus du tout envie de suivre les parutions comics. Alors, je continuerai à les feuilleter parce que je continuerai à me moquer. Je continuerai à me moquer des horribles dessins de Legacy of Kylo Ren, par exemple, ou de ce genre de choses. Mais en revanche, je n'ai plus envie d'en parler et je n'ai plus envie de les lire, tout simplement. D'ailleurs, je pense que ça va rejoindre un petit peu mon avis d'aujourd'hui. Et du côté des romans, eh bien, non pas que je sois totalement... comment dirais-je, dégoûté de la littérature Star Wars en roman, mais en revanche, j'ai eu beaucoup de mal avec la fin de la Haute République, enfin avec la fin de ce qu'on nous a proposé. J'ai pas du tout envie de lire la phase 3. Voilà, j'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages de La Tentation de la Force et sincèrement, j'ai pas du tout envie d'aller plus loin. J'ai écouté vos reviews, j'ai écouté votre review. Par le deuxième? Non, alors oui, parce que j'avais pas le premier tout de suite, donc j'avais commencé par le deuxième, mais le premier c'était un Wayé, donc c'était pas absolument nécessaire. Je crois que le premier, ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est que tu as sauté le premier adulte aussi. Alors c'était lequel? L'œil des ténèbres, je crois. Ah non, celui-là je l'ai lu, pardon. Celui-là je l'ai Ok. lu, autant pour moi. Celui-là je l'ai lu et je l'avais trouvé vraiment assez bon, donc voilà. Maintenant, j'ai écouté les émissions, j'ai écouté notamment votre review du dernier, de la conclusion. Ça me donne pas envie d'aller lire cette aventure. Alors, je dis pas qu'elle finit en eau de boudin par rapport à ce que vous avez dit, mais peut-être que ce que vous avez ressorti de cette émission, c'était que c'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Ça dépend. On avait plusieurs avis, tu vois. Il y avait plusieurs avis, mais par rapport à l'investissement qu'on a mis dans cette période, il y avait cet avis, je sais plus lequel de vous trois l'avait émis, mais qui disait voilà, en fait, moi, je me suis investi pendant 5 ans et puis ça finit un petit peu comme ça. C'est un petit peu... D'ailleurs, je me demande si c'était pas toi, Jean. Un petit peu, effectivement. Juliane aussi, un petit peu. Ouais. Et Juliane aussi. Donc, je crois que c'était Francis le plus satisfait des trois. Après, le dessin des personnages, oui, pourquoi pas. Mais en revanche, je dirais le chemin pour y arriver m'a un petit peu fatigué. Et cette phase 2 qui m'a complètement cassé le rythme par rapport à ce qui avait été développé sur la phase 1, en fait, j'ai envie de garder un peu quand quelqu'un disparaît, tu sais, on n'a pas envie de voir la personne morte pour garder une belle image d'elle. C'est un peu rude ce que je dis, mais là, c'est un peu pareil. Je préfère rester sur la phase 1 qui m'avait vraiment beaucoup plu.
et puis plutôt que d'avoir un peu ce côté négatif des phases 2 et 3. Je me réserve quand même la possibilité de revenir pour des littératures qui ne soient pas forcément liées à des comics ou à des romans. Alors, hormis, à moins qu'il y ait une œuvre absolument dantesque, je pense il y a La Quête de Vador qui va sortir en roman d'ici la fin de l'année. Bon, je sais que vous allez le chroniquer, mais on peut imaginer que si c'est vraiment une lecture 20 sur 20 triple A, je sois en capacité de venir en parler. Mais en tout cas, pour tout ce qui est en VF, sincèrement, non, non et non. C'est stop, et puis je m'en contenterai. Ça me permettra de sélectionner également ce que j'ai envie de lire, notamment en roman, plutôt que d'essayer de rusher un petit peu et d'avoir la totalité des lectures du canon Star Wars. Je sélectionnerai, je prendrai là par exemple le Masque de la Peur qui me donne beaucoup envie. La Princesse et le Vaurien me donnent assez envie aussi, donc probablement que ces deux-là je vais les lire. Je vois que Francis il fait la moue sur C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Ah, voilà, c'était pas mauvais. T'as pas détesté. C'est ça, j'ai pas détesté. Et Jean qui fait, c'est exceptionnel, mais évidemment, on sait qu'il y a de la romance. Il y a un mariage. Donc, il y a le mariage, il y a une scène d'amour, d'amour intime, donc forcément, ça plaît à Jean. Donc voilà, c'était tout pour mon WhatsApp Star Wars. Je vais m'arrêter là, et peut-être que vous m'entendrez sur le 2e tome des Guerres de Lucas, puisque normalement, je dois le recevoir en la sortie pour faire une seconde émission, comme on avait fait à l'époque du premier volume. Voilà. Excellent. Écoute, on comprend. Écoute, comme c'est toi qui aimes souvent dire à chacun son Star Wars, donc c'est ça. Ça va aussi avec les vagues, avec les sujets traités, avec les auteurs. On en a parlé beaucoup au début de l'été, notre émission justement sur les auteurs. Donc, ces choses-là, ça va, ça vient. Écoute, je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas retomber sur quelque chose. Oui, c'est probablement. Mais c'est vrai que cette émission qu'on a fait sur les auteurs m'a fait aussi pas mal réfléchir. Et parce que quand on dresse finalement le bilan, alors on a trouvé des super auteurs, on a trouvé des super romans, etc. Mais quand je dresse le bilan, je me dis, voilà, ça fait beaucoup de choses et beaucoup de choses à s'infliger pour finalement, en plus derrière, que ça puisse être assez facilement redconné par des créateurs audiovisuels qui n'ont pas nécessairement envie d'adapter tel quel ce qui a été proposé en littérature. Tout à fait d'accord. C'est la complexité de l'univers Star Wars. Ils veulent faire un univers commun à tous les médias. C'est pas évident, effectivement. C'est pas évident. De ton côté, Jean? Écoute, je suis déjà... aussi. C'est comment? Non, là, j'ai comme un coup de poing dans l'estomac. Là, je me suis dit, merci. Ah, désolé, Jean, désolé. Mais après, ça ne nous empêchera pas d'échanger. Oui, voilà. De toute façon, on sera toujours sur Discord et sur les réseaux, tout ça. Mais effectivement, là, je t'avoue que ton annonce m'a un petit peu fait couler l'alarme, là. Mais on comprend également, parce qu'on fait ça pour les émissions surtout, mais effectivement, peu de chefs-d'œuvre dans le canon Star Wars en ce moment, surtout en comics, effectivement. Écoute, on va quand même parler Star Wars positivement, quand même, ce soir. Donc, WhatsApp. Alors, j'avais un petit WhatsApp sympa. Alors déjà, vite fait, j'ai lu, alors c'est marrant, ça s'appelle The Art of Star Wars Uprising, consacré au jeu mobile Uprising. Il y aura déjà quelques petits liens avec le tome de ce soir, vous verrez. On en a déjà parlé dans les émissions consacrées au Battle of Jakku, tome 1 et 2, parce qu'il y a beaucoup de pans de l'histoire du comics lié à ce jeu vidéo-là, tu vois. Et c'est dommage, parce que c'est un jeu vidéo mobile donc, qui a fermé en 2016, qui a ouvert en 2015, qui a duré qu'un an, et qui aurait pu être porté, je sais pas, sur Switch, par exemple, tu vois. Alors, c'est un jeu tout simple, c'est un jeu d'aventure, un petit peu en vue isométrique et tout. J'ai vu quelques images de gameplay, ça a l'air super cool, super sympa. Moi, je l'avais téléchargé à l'époque, mais j'y ai jamais joué. Enfin, j'avais lancé le tout début, et puis les jeux mobiles, c'est pas trop mon truc. Non, voilà, c'est un jeu qui pourrait très bien être porté sur Switch, par exemple, comme comment il s'appelait, le Hunters avait été porté sur Switch après être sorti sur web, sur mobile. Donc c'est dommage d'avoir fermé ça, parce que justement, tu avais des petits liens entre ce comics et ce jeu, notamment le système d'Anoat, Adélard, de Bragg, tout ça, l'Iron Blockade, tout ça, ça venait de ce jeu-là. Et l'artwork l'artbook m'a grave donné envie de jouer au jeu. Et c'est con, parce que c'est super, quoi. T'as des super croquis, artwork, tout ce que tu veux, comme d'habitude, quoi, dans les Art of de Star Wars. Et je vous conseille, alors c'est que en e-book, je crois pas qu'il y ait une version physique qui est sortie, je vous ferai passer la version e-book, super sympa, vraiment des super dessins, donc c'est un peu dommage. Et voilà, je vais finir maintenant le WhatsApp consacré au marathon des films Star Wars, alors qu'on a fini depuis un moment, mais vu qu'on fait des missions plus lentement comparé à ce qu'on regarde en film en ce moment. Donc avec ma petite, on a fini épisode 8 et 9, on a fini la saga Skywalker en film. Et encore une fois, alors pour l'épisode 8, c'était
très très cool de le revoir parce que comme Francis, je crois, c'est peut-être notre. Je crois, hein, c'est ça, c'est ton film de la postlogie préféré. Ouais. Ouais. Pareil, hein, donc, alors, mais j'avais hâte de le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Et force à constater que j'ai les phases d'émotion qui sont toujours là, quoi. Moi, j'ai toujours les larmes aux yeux au même moment. La mort de Luke, la presque mort de Leia, il y a quoi, la bataille de la salle de trône à la fin, quoi. La scène d'introduction qui, encore une fois, est époustouflante, quoi, là, en Blu-ray HD dans la Skywalker Collection, superbe, là, sur le grand écran. C'était magnifique. Cette scène d'intro, je crois que c'est une des meilleures scènes d'intro avec l'épisode 3, peut-être, qui marque le plus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je sais pas, elle m'a bluffé. Elle m'a toujours bluffé. Et la petite, elle a adoré parce qu'elle a énormément accroché à toutes les bestioles qu'il y a dans l'épisode 8. Et on se rappelle les Phasieux, les Vulpix, les Ouais, Porcs. sur Canto Le Bight. Vulpex. Ouais, les Vulpex, pardon. Ouais. Vulpex, mais c'est en anglais, peut-être, je crois que ça s'appelle Vulpixes. Non, c'est possible. Ouais, voilà. Et donc, alors, c'est rigolo parce qu'elle s'est méfiée aussi de Amiral Holdo, tu vois, quand elle arrive, elle dit c'est qui elle, d'où elle prend la commande et tout, tu vois, elle commence à se poser des questions. Elle a beaucoup aimé Luke en mode maître Jedi un peu désabusé. Super performance de Mark Hamill dans l'épisode 8, encore une fois, je trouve que putain, il joue super bien. Alors, c'est peut-être pas celui qu'on espérait, hein, le Luke qu'on espérait, mais surtout passer du 6 au 8, voilà, la petite aussi a trouvé la différence flagrante, quoi. C'était le héros du 6 et là il est complètement vieux et tout tristoun dans le 8. Bon, c'était très drôle de voir avec lui et pour moi ça reste toujours un grand film. Et l'épisode 9, n'empêche que le revoir en famille, ça nous l'a fait réapprécier, alors réévaluer très légèrement, tu vois, mais c'était un bon petit moment. Alors là, pareil, ma fille a posé plein de questions, dont elle a dit, mais pourquoi la mamie, à la fin, elle demande le nom de famille à Ray, tu vois? Elle s'est posé la question, tu vois, pourquoi on n'a jamais entendu parler du nom de famille de Ray, et là, Ouais, on n'a jamais eu de réponse non plus. et voilà, donc comme quoi, même à 8 ans, tu vois, elle se pose la question. Pourquoi Han Solo apparaît à la fin aussi, elle se posait. Pourquoi Ray meurt, mais non, en fait, c'est Kylo qui meurt. En fait, non, c'est Ray qui. Enfin bref, tout ça. Bon, mais Ils écoute, sont tous morts, mais tous revenus dans le même film. C'est facile. voilà, quoi. Palpatine aussi, tu vas se demander, mais pourquoi il revient? Il n'était pas mort par Dark Vador. Écoute, c'est compliqué, je t'expliquerai quand ça sera plus grande, mais le scénariste n'est pas très très bon sur le bouquin, là, sur ce film-là. Mais au final, franchement, on a passé un bon moment. C'est pas un bon Star Wars, peut-être, mais c'est un bon film d'aventure, très divertissant. Tu vois, enfin, le jeu Lego aussi l'a fait un peu réévaluer également. Donc, franchement, on n'a pas passé un mauvais moment. C'est la deuxième fois que moi je le voyais depuis le cinéma. C'est la première fois que je le voyais depuis le cinéma, en fait. Et c'était pas si pire, comme tu dis, Francis, de temps en temps. Donc voilà. Excellent. Écoute, moi, ça va être un petit peu plus positif, un petit peu plus rapide aussi. Certains l'auront vu passer sur les réseaux. Mais écoute, il fallait le mentionner un mois en avance par rapport aux autres Très commerces. belle tête de Alien. Ouais. Donc, ce que je vous montre à l'écran pour ceux qui nous écoutent à l'audio, c'est le casque de Death Trooper version Hasbro Black Series, qui est vraiment magnifique, là, qui va être dans mes tops. Même pour une fois, l'électronique, je trouve, est réussie et sert à quelque chose. Donc, évidemment, on a les deux petites lumières vertes là, au niveau du cou, mais on a aussi des petites animations d'ouverture, de fermeture des lumières sur une espèce Ensuite, de je lampe suis top. repéré. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est dans le noir, là, c'est parfait. Non, mais bref, c'est ça, c'est magnifique. Puis, fallait quand même remercier Steve Gros-Louis de notre partenaire Kaya Boutique ici à Québec. Écoute, je sais pas comment. Je sais pas comment il fait pour avoir des articles comme ça un mois avant les grandes bannières. Donc, il y a déjà eu quelques petites exclusivités aussi dans Star Wars. Fait que on le salue. Vraiment un apport vraiment impressionnant à ma collection. Je trouve que je m'attendais pas à du détail comme ça. Là, puis bon. Fait que je vous invite. Il y en a tellement maintenant des casques Hasbro Black Series qu'on ne peut pas toutes les prendre non plus, là. Mais celui-là, je vous le conseille quand même en termes de choix. Là, on est très loin des casques de Stormtrooper originaux ou bref, d'autres casques un peu moins réussis. Toi, tu les as tous, Francis? Je prends pas certains repaints que je ne prends pas. Par exemple, des clones, ils sont déjà à 2 repaints. Le Stormtrooper, il y en a eu 4 ou 5. Le casque de X-Wing aussi, j'en ai laissé passer un aussi. C'est ça. Donc, j'ai tous les originaux, on va dire, là, mais puis par exemple, le Stormtrooper du premier ordre, j'ai pris celui qui vient de la littérature. Donc, le capitaine Cardinal, on le voit derrière moi en rouge.
Donc, j'ai pas pris le blanc identique. Là, à un moment donné, c'est vraiment identique, mais avec une autre couleur. Là. Ouais, t'as plus trop de la place derrière, là, l'étagère, elle est Ben, pleine. je vais manquer de place, encore une fois, c'est ça. Il faut que j'ajoute un autre étage. Ça, c'est que les boîtes, hein, donc les casques sont exposés en dans dehors les des boîtes. Ouais, Un jour, il nous fera un room tour, Francis, tu sais, un room Ben oui, tour exact. de la collection. Jean, qu'est-ce qu'il y avait pour les auditeurs récemment? Alors récemment, en littérature, nous avons critiqué en compagnie de Philippe de notre Discord le dernier roman en date, The Sanctuary, a Bad Batch Story. Non, Bad Batch Novel, pardon. Mhm. Et en comics, nous avons critiqué dernièrement donc un tome de la Haute République, une mini-série qui s'appelle Les Messages de la zone d'occlusion, dont on n'a pas la miniature, mais qui sera disponible dans vos oreilles. Et tu parlais de collector, on a aussi une émission collector dernièrement. C'était en compagnie de Sylvain, Fred et Sébastien, bien sûr, ainsi que de leur invité qui s'appelait Julien, si je me rappelle bien, je ne sais plus. J'ai plus le prénom. Ouais, je crois que c'est ça. D'ailleurs, je me suis dit, c'est vraiment une émission qui va au-delà de ce qu'on a habituellement. C'était une émission francophone, puisqu'on avait toute la francophonie, hein, qui va donc de Star Wars en direct, c'est de Québec jusqu'à la Belgique. Mm-hmm. C'est vrai, il était belge, le vendeur, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, un collector sur les casques, ça a déjà été fait, ça, Francis? Je sais plus. Oui, tout à fait. On en avait fait un il y a 2 ou 3 ans, peut-être, avec nos amis de Star Wars Artefact. Ah oui, c'est vrai. Qui, eux, font vraiment un gros unboxing et décrivent tout en détail là, chacun des casques. Excellent, merci Jean. Donc, voilà, on passe en hyperespace puis on attaque notre sujet du jour. Let's go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc, comme on disait en ouverture, on est là pour le tome final de la mini-série ou maxi-série, je ne sais plus comment il faut la qualifier, la bataille de Jakku. En anglais, c'était vraiment 3 mini-séries distinctes, regroupées sous un label. En français, Panini a fait le choix de vraiment mettre l'accent sur le label La bataille de Jakku, puis à ce moment-là, les 3 mini-séries, ce n'est que des sous-titres pour chacun des 3 albums. Donc, numéro 3, on va faire, comme d'habitude, on va faire une petite partie sans spoilers. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? On peut peut-être faire des specs rapidement. On parle ici d'un album à 16€, donc très abordable, 104 pages, sorti le 24 septembre. Chronologie, on est après le retour du Jedi, donc quand même peu de temps, là, en plus 4. Au scénario, c'est Alex Segura, au dessin Jetro Morales et Leonard Kirk, selon les numéros et les parties de numéros. Aux couleurs, Jim Campbell et aux couvertures, E.M. Gist. Donc, et le synopsis va comme suit. Malgré son apparente défaite, le grand Moff Adelhart représente toujours une menace pour la Nouvelle République. De leur côté, la princesse Leia Organa, Luke Skywalker et Han Solo se réunissent enfin pour affronter le pire des dangers, l'assaut final des forces impériales sur Jakku. Pom, pom, pom. Donc, est-ce qu'on va avoir une bataille de Jakku dans la bataille de Jakku? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que, Jean, je sais que des fois, tu veux aborder les créateurs, donc Alex Segura. Vite fait, je voulais demander justement, vu que comment Loïc est avec nous, Alex Segura, on le rappelle, donc déjà pas mal présent dans l'univers Star Wars. Il avait notamment fait le roman Wayé, Chute libre, Podamron, Chute libre, hein, qui divisait. Toi, tu n'avais pas trop aimé, Francis. Moi, un peu plus. Et toi, Loïc, est-ce que tu l'avais lu déjà? Moi, j'avais bien aimé. Ouais, je l'avais lu et j'avais bien aimé. Alors, je suis d'accord qu'il casse pas 3 pattes à un canard et révolutionne pas l'univers Star Wars, mais j'avais plutôt apprécié ce que j'avais lu et ça se lisait plutôt bien également, hein, donc c'était intéressant. Ouais. Il a fait après une histoire dans un recueil, hein, Stories of Jedi and Sith sur Qui-Gon, donc ça ne peut rien à voir. Par contre, il a fait ce one-shot The Rebellion, pour les 40 ans du retour du Jedi, là, le tome anniversaire, avec des personnages qui sont liés un petit peu à Battle of Jakku, un peu comme Freefall est lié à Battle of Jakku, les reprendre des personnages qu'il a créés dans ce one-shot-là. Et puis là, actuellement, il est sur l'ongoing Star Wars 2025, donc là, un peu la série bannière des comics Star Wars. Et justement, on le verra en fin de tome, là, il y a un peu quelques liens qui sont faits pour
pour la série ongoing Star Wars 2025. Donc voilà, un auteur. Ouais, Alex Segura, j'ai découvert qu'il est un Ouais. ancien journaliste, puis qui se spécialise beaucoup en termes de romans, puis tout ça, puis d'autres comics dans le roman policier un peu, là. Donc les enquêtes, les choses comme ça. D'accord. Et qui est aussi VP de Archie Comics, donc VP marketing, ou je sais plutôt VP création de Archie Comics, donc évidemment la bannière Archie, là, tous les personnages, puis aussi plusieurs quand même autres petites séries à part. Donc quand même loin d'être un débutant dans le milieu, là. Non, c'est ça. Ah. Non. Archie Comics, faut savoir qu'en France, c'est quand même pas très, très, très implanté. Même vous, de l'autre côté de l'Amérique, c'est assez rentré dans les mœurs. Mais notamment, je vais vous parler de Archie qui a édité un comics Sabrina, la sorcière, donc qui Ouais. parlera peut-être le plus à ceux qui auraient éventuellement vu la série, pourquoi pas. Ah oui, je Et savais pas qu'en Davis, Europe, c'était moins répandu, là. Donc, Ouais. évidemment, Archie, il y avait même eu un film à un moment donné. Il y a eu aussi il y a un spin-off, c'est Josie les Pussycats. Il y a eu un film sur Josie les Pussycats, bon, etc., etc. Oui, c'est Il y a assez Riverdale. Riverdale également, la série qu'on oui. a eue sur la CW, qui était un spin-off de ça aussi. Mais c'est vrai qu'Archie, c'est plus pour les Nord-Américains, c'est leur Astérix, leur Tintin à eux, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez grandi avec ça, alors qu'en Ouais, Europe, ouais, très années 80. Ouais, tournant en 90. Ouais. Ouais. Sinon, au dessin, Jetro Morales, écoute, j'ai quand même déniché quelque chose juste pour toi, Jean. C'est notre dessinateur philippin, qu'on apprécie quand même en général, hein, qu'on a eu plusieurs fois dans Star Wars. Mais écoute, j'ai déniché une photo de lui avec ta préférée, donc Peach Momoko. Ouais, Momoko, ouais. Ouais, donc je voulais quand même te la montrer à l'écran. Mais ouais, quelqu'un qu'on a eu quand même déjà plusieurs fois là, sur du Star Wars. Ouais, mais qu'on a eu, mais qu'à petite dose, tu vois. Ben là, il est quand même sur les 3 tomes de Battle of Jakku. C'est le seul d'ailleurs qui revient sur les 3 tomes. Il avait fait The Blade, mais c'était une mini-série. Il avait fait un peu de Bounty Hunters de Afra, un one-shot du 40 ans du Retour du Jedi aussi. Mais tu vois, il est jamais sur du long terme, en fait. Ouais, non, effectivement, en tout cas, les auditeurs fidèles savent ce que je pense des changements de dessinateurs sans arrêt. Et on a aussi Leonard Kirk ici qui est prêt. J'allais dire. Ouais, artiste américain, apparemment qui vit maintenant au Canada, donc écoute, c'est pas lui, là, encore un étrange comme Jean là, qui a fait le choix de venir au Canada. Non, mais sans blague, lui aussi, je crois, depuis le tout début du canon, est dans l'équation. Il me semble qu'on voit son nom assez régulièrement. Reste à voir, on vous montrera au niveau de dessin ce que ça donne tout à l'heure. Ouais. Lui, alors c'est marrant, là, tu vois, tu l'as peut-être pas dit, mais il y a 4 numéros dans ce tome-là. Morales en fait 3, Kirk en fait 1. Et Kirk fait aussi, comme les 2 tomes précédents, le numéro 1 est un peu plus long parce qu'il inclut une petite histoire qui développe un petit peu le personnage de Dillard sur la fin du numéro 1. Donc ça, c'est Kirk aussi qui le dessine. Et Kirk, on l'avait bien aimé sur genre Han Solo, Cadet Impérial, ça remonte déjà. La version jeune de Han Solo. Quelques Dark Vador 2017. Donc 2017, c'est bien celui de Charles Soule, si je dis pas de bêtises. Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Oui, 2017, c'est celui de Charles Soule, mais j'ai pas souvenir que Leonard Kirk avait officié là-dedans. Mais... Ah non, pardon, sur l'annuel. Il était juste un annuel, en fait. Il n'était pas du tout sur la série officielle. Ok, autant pour moi. Il avait fait quoi Edge of Resistance. Il a fait le New Legacy, là, l'épilogue à l'ère des ongoing 2020. Et un Dark Maul Black, White and Red, tu sais, bon, avec un mix de dessinateurs. Donc, ouais, lui, pareil, il a pas fait de. Il a pas mal de crédit, mais c'est des petits projets, quoi. Excellent. Donc, rapidement, messieurs, avant de partir en partie spoilers, comment vous avez trouvé votre lecture? On peut, évidemment, on peut commencer par l'album en lui-même puis faire un mini bilan après là, de la série. Allons-y avec Loïc qui brûle d'envie de chanter les louanges de cette Vous êtes là ce soir. Alors, j'ai trouvé que c'était peut-être le plus intéressant, en tout cas au début de l'album, j'ai trouvé que c'était peut-être le plus intéressant comparé au volume 2, qui était vraiment chiant à mourir. Maintenant, non, je peux pas cautionner ça en fait parce qu'on parle de la bataille de Jakku. On rejoint la bataille de Jakku. Alors certes, à la fin, on est sur le début de la bataille de Jakku. On n'a pas toute la durée du combat, etc. Mais la bataille de Jakku, c'est quand même un truc d'ampleur absolument galactique. Je sais pas si vous avez souvenir de ce qui avait été montré dans Battlefront 2, alors que ce soit les phases de jeu ou les phases dans l'espace de cinématique.
Ça ressemble pas du tout à ça. Alors par contre, je suis allé, je parle en termes d'ampleur, hein. Je parle pas d'accord, les personnages sont là, on a bien les vaisseaux, les bons vaisseaux, les Starhawks, le Super Star Destroyer, le dernier de la flotte impériale qui s'écrase, tout ça, machin et tout ça, il y a aucun problème. C'est raccord. D'ailleurs, après avoir fini ma lecture, je suis allé voir une vidéo sur la bataille de Jakku sur YouTube parce que j'avais besoin de me remémorer certains éléments que j'avais oubliés. Vidéo qui avait quand même 7 ans, je crois, ou 5 ans. Et qui était hyper raccord avec les personnages qui étaient présents et les événements qui se passent à la fin de ce volume. Donc là-dessus, peut-être qu'Alex Segura a écouté la même vidéo que toi. peut-être. En tout cas, là-dessus, on peut saluer que c'est raccord avec les autres choses qui ont été faites, parce que tout à l'heure, je râlais contre les retcons, et puis là, on n'en a pas. Maintenant, en fait, je me demande pourquoi on a récupéré Adélard dans ce volume, parce qu'il sert littéralement à rien. Il serait pas là, l'histoire serait quasiment identique. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein. Pareil, le crew de comment ça s'appelle, de Kijimi. Bon, allez, je repasse de l'autre côté parce que finalement, tu comprends, on est des gentils, puis en plus, on bossait avec la rébellion, tout ça, machin. Non. Pareil, dans ce cas-là, pourquoi vous l'avez introduit pour faire un retournement de situation de cette façon-là? Je vois pas trop l'intérêt. On a l'impression d'avoir des personnages fonction un petit peu qui sont là pour on sait pas trop, et puis de toute façon, il fallait leur donner une conclusion. Donc, donnons-leur quelque chose, un rebondissement dans l'histoire. Et puis, au niveau dessin, vous avez parlé de Jetro Morales avec beaucoup de positif, je trouve, tout à l'heure, alors que je le trouve absolument naze. Ah oui. Ouais, je trouve que... Alors, c'est pas le pire qu'on ait eu, hein, on n'est pas sur du genre gentil, on n'est pas sur du Leonard Kirk, parce que Leonard Kirk, c'est vraiment catastrophique. Ah oui, c'est encore pire. Oui, ok, d'accord. Au moins, tu le classes de la même manière. Ouais, non, quand même. Ouais. As-tu remarqué que c'est inégal aussi un petit peu? Oui, c'est inégal, et c'est ça qui me gêne. Alors qu'il y a parfois certaines cases ou certaines planches que je trouve relativement réussies, et je m'étais dit, si vraiment tout le comics avait eu cet aspect-là, déjà, j'aurais peut-être eu un avis différent. Mais vraiment, c'est inégal, on a vraiment ça sent que ça a été rushé un petit peu. Je vois pas comment c'est possible, les gars. Comment c'est possible que ce soit rushé? Le gars, tu lui as confié le comics, il n'y a pas d'impératif de sortie, il n'y a pas de film, il n'y a pas de support, il n'y a pas de jeu vidéo, il n'y a rien. Donc, ouais. Ça, faudrait dire ça à Marvel. Oui, on est d'accord. Il y avait un petit gap en plus entre la fin de la bataille de Jakku et le début de Star Wars 2025. Il y avait 2-3 mois. Ouais. Mais rappelez-vous que quand je dis rusher aussi, Loïc, tu as raison, évidemment, ça ne s'inscrit pas dans une production télévisuelle, un gros happening. Mais rappelez-vous que ces numéros-là, les sorties étaient rushées dans le sens que c'était un numéro par semaine, je crois. Ça a été très, très, très rapide, la totalité des 3 mini-séries. Là. Mais encore une fois, et Jean le dit très bien, on aurait peut-être pu étaler une mini-série par mois, ce qui faisait un épisode par semaine, et donc on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus qualitatif. Alors sincèrement, je me demande les éditeurs chez Marvel, comment ils réagissent, comment ils réfléchissent. Voilà. Ça, avec l'argent. Est-ce qu'ils réfléchissent, c'est ça? Est-ce qu'ils réfléchissent? Je demeure sur ma théorie qu'ils ont un quota, que le contrat prévoit tant de sorties par année. Donc, c'est fort possible, et il y a aussi, je crois que la dernière fois, vous aviez parlé d'une petite incohérence. Si je dis pas de bêtises, c'était sur le rang impérial de Sloan. De Sloan. Non, de Sloan. Et effectivement, je crois que vous avez raison. Et pareil, il me semble que Mon Mothma, elle n'est pas censée être à l'endroit où elle est à ce moment-là par rapport à ce qu'on a dans la trilogie Riposte. Mais on en parlera des incohérences. J'ai un petit paragraphe à la fin. Eh bien, super, nickel. Donc voilà, mon avis, c'est que ça aurait pu être intéressant parce qu'il y avait du potentiel à raconter une belle histoire, mais que c'est complètement raté. Et je pense qu'on aurait gagné beaucoup à montrer les dissensions au sein de la flotte impériale, de l'armée impériale, suite à la chute de l'empereur. Un peu ce qu'on peut... on a ça à très mini dose. Très mini, alors qu'en fait, à mon avis, tu retirais Kijimi et tu mettais des impériaux qui se bataillent. Et on aurait eu un petit peu ce qu'on avait dans Mandalorian, hein, puisque dans la saison 3 notamment, on sent qu'il y a des dissensions et c'était ça qu'il fallait nous montrer. Voilà. Donc, déçu. Encore. Tout à fait d'accord. Ton côté, Jean?
Je serais un peu plus positif, même si je suis vraiment pas en désaccord avec ce que tu dis, vraiment, je suis plutôt même d'accord avec tout ce que tu as tout ce que tu dit. Alors déjà, moi, je comprends, très bien la critique slash blague de Francis à chaque fois à l'alien Malcolm là. Vous aviez prévu de nous montrer la bataille de Jakku dans vos comics Bataille de Jakku, tu sais? Tac, tac, tac. Mais bon, ça c'est pas le point qui m'a le plus dérangé, tu vois? Limite, ça me dérange même plus quoi, surtout sur le troisième tome, tu vois? Je m'y attendais. Hem On rappelle les critiques des 2 tomes précédents, moi, le premier c'était surtout les dessins qui me gênaient beaucoup, quoi. C'est, Leonard Kirk, le fautif. Donc là, le revoir sur le troisième tome, j'ai pas célébré ça avec beaucoup d'enthousiasme, malheureusement. Mais heureusement que c'est qu'un seul numéro, donc ça allait. Mais ouais, j'aurais eu Lucross comme dans le tome 1, avec, Jetro Morales qui moi, me dérange pas plus que ça. Franchement, les dessins de Jetro Morales, de manière générale, je les aime plutôt bien. C'est pas un truc de malade non plus, c'est pas du chef-d'œuvre ou quoi, mais ça passe bien, quoi. Bah, tu Voilà. vois, on l'aurait sur un. Excuse-moi, je te coupe, mais on Non, l'aurait vas-y, sur vas-y. un Star Wars Adventure. Ok, Ah ouais, peut-être ça plus, me va. Mais jeunesse, ouais, c'est sur... vrai qu'il a ouais, Ouais, ouais. voilà. Mais sur une série Star Wars, et en plus une série quand même relativement importante, parce que Mmh. elle va nous montrer des événements qui sont dans le lore super importants et qui pourtant n'ont pas l'ampleur qu'ils devraient avoir. Ouais. Mais c'est vrai que tu Ouais, non, fais mais je bien, suis d'accord aussi que c'est en fait, c'est ce qui clash, j'ai l'impression aussi, c'est le style versus le ton du ouais, c'est ça. récit. Ouais, c'est ça. Mm. Le style du dessin ne Peut-être. correspond pas du tout. Ouais, ouais, c'est Bah vrai oui. qu'il a un style, très arrondi et très coloré. Alors je sais pas lui à la couleur, hein, c'est un coloriste, je sais plus le nom là, mais c'est vrai que ça fait très coloré, très jeunesse, effectivement. Mais sur la couleur, la colorisation, etc., et on reviendra un peu dessus. Alors, ça sera uniquement pour ceux qui seront en version YouTube parce que j'ai préparé des archives qui peuvent nous montrer ce que c'est vraiment une belle colorisation et une belle composition de bataille spatiale Mmh. dans un comics Star Wars. Mhm. OK, et donc, pour aller plus dans l'histoire de ce Battle of Jakku, bah, ça soufflait chaud et froid, tu vois? J'ai beaucoup aimé toutes les nombreuses références au lore Star Wars. Alors je sais que ça fait pas tout, mais, toutes les références post-épisode 6 surtout, c'est une période qui me plaît beaucoup et voilà, tu avais des refs à Aftermath, à Freefall, au One Shot, au jeu même. Donc moi je trouvais ça plutôt, sympa que Segura, bah, réutilisé ces personnages pour les introduire là-dedans. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Pour le tome 1 quand même un petit peu. Le tome 2, bah, vu que tu connaissais déjà les personnages après un premier tome introductif, très introductif, même trop peut-être. Bah, le 2, c'est passé plus crème, quoi, donc j'étais vraiment dedans. Et là, pour le tome 3, bah, c'est dans la continuité du 2, tu vois. Moi, il m'a beaucoup plu. Il m'a plutôt plu, on va dire, peut-être pas beaucoup, mais c'est pas un truc de fou. Mais voilà, le fait qu'au dessin, on n'a plus Kirk, plus trop Kirk, on le verra, qui n'est pas si dégueulasse que ça non plus. Il y a 2-3 pages qui m'ont plutôt plu là, de Kirk, là, notamment quand il dessinait gros vaisseaux, gros Star Destroyer, c'était pas mal. Ça rentrera pas dans les annales, cette mini-série, même si ce tome 3 voilà, m'a plutôt bien emporté. Surtout bah, à partir du numéro 3, voilà, 3-4, bah, c'est la bataille de Jakku. C'est ce qu'on attendait depuis 12 numéros. Et c'est vrai que c'est dommage quand même. Je vous rejoins sur ça, c'est quand même dommage d'avoir un récit nommé Battle of Jakku, d'avoir pas la full bataille à Jakku sur 12 numéros. Ça aurait été génial d'avoir plutôt que 10 numéros d'introduction et 2 numéros de la bataille de Jakku, plutôt l'inverse, tu vois. Mais voilà, quoi. Donc, à Surtout part que la ça, bataille de Jakku, désolé Francis, avant que tu reprennes la parole, mais la bataille de Jakku, elle dure pas une journée, quoi. Elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. pour Donc, moi, même, ouais. on aurait vraiment pu avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc voilà. Donc, pas mémorable comme lecture, mais pas désagréable non plus, quoi. Voilà. Écoute, Loïc, c'est exactement là que j'allais. Puis, petite objection ou contre-argument à ce que Jean expliquait. Donc, ce n'est pas, encore une fois, il n'y a pas la bataille de Jakku dans l'histoire de ce comics-là. La fin se déroule en même temps et au même endroit, mais la bataille de Jakku, ce n'est pas ça. Tu comprends? Toute l'intrigue, tout ce qui se passe dans cet album-là change pratiquement absolument rien à la bataille de Jakku, à tout ce Absolument qu'on rien. connaissait déjà. Ah, tu crois pas que c'est Et la bataille de Jakku? Ça se passe sur Jakku quand même, enfin, dans ben, l'espace. c'est ça, tu sais, mais c'est comme si tu disais la bataille, je sais pas laquelle comprend, la bataille de Hoth, mais tu me parles d'un récit de Tauntaun au milieu de la plaine enneigée, tu sais, tu comprends? C'est pas ça la bataille de Hoth. Donc là, ici, c'est ça. On va finir pendant la bataille de Jakku, mais on n'a aucun élément de la bataille de Jakku qui a un quelconque impact, on va dire, sur le récit ou vice-versa. Donc, bref, on y reviendra en partie spoilers, hein, mais pour moi, c'est ça. Je continue de dire que c'est pas une mini-série sur la bataille de Jakku du tout.
Et ce concept-là, comme vous avez dit, aurait eu un potentiel énorme parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire. Entre ce qu'il y avait dans Riposte, ce qu'il y avait dans Étoile perdue, ce qu'il y avait dans le jeu vidéo Battlefront 2, ce qu'il y avait aussi dans la trilogie, là, dans le dernier tome de la trilogie Alphabet. Je veux dire, il y aurait pu, là, il y avait du stock là, pour faire Ouais, c'est ça. Là, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a du tout. C'est vraiment une tentative de faire une petite transition, on va dire, entre la série Marvel, là, Star Wars, qui vient de se conclure, et celle qui débute aussi, écrite par Segura. Oui, tout Mais à au fait. final, est-ce que c'était nécessaire? Non. Ben, non. C'est ça, parce que vous allez voir quand on va être rendu à la série Star Wars, mais les liens sont infimes. Là. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir lu la bataille de Jakku, ça vous apporte à rien après ça votre appréciation de la série Star Wars là, qui vient de débuter en anglais. Sinon, au niveau du dessin, ben, moi je suis un peu comme Jean. Jetro Morales, je ne déteste pas, mais comme j'expliquais tout à l'heure, son style ne correspond pas du tout au ton de cette série-là, qui, l'auteur Alex Segura, comme je disais, là, qui est un journaliste, puis beaucoup dans les histoires de romans noirs, policiers, etc. Je m'excuse, mais le dessin très, très, très cartoon quand même de Jetro Morales ne correspond pas. Parce qu'au début, c'est ça, je crois que c'était un numéro qui avait été dessiné par Luc Ross. Donc, lui, Luc Ross sait faire des ambiances sombres, etc., etc. C'est pas le cas avec Jetro Morales ou avec Léonard Kirk. Et encore. Sincèrement. Ouais, c'est variable pour lui. Ouais, c'est variable. Je dirais que c'est variable. C'est ça. Puis, ben, c'est ça, Léonard Kirk, c'est ça. Pour moi, il a sa place chez Dark Horse avec les séries plus jeunesse. Pas sur le Star Wars régulier, on va dire, là, ou adulte. Fait que c'est ça. Pour moi, le tout est un échec, mais malgré tout, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, c'est le meilleur des trois. Ouais, bah Donc, ouais. Sur les 3 albums, si je fais le bilan du tout, c'est le meilleur des 3. C'est ça. Mais c'est à coup de revirement, puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu comprends l'influence de l'auteur, de romans policiers, puis d'intrigues, tout ça, tu comprends pourquoi il a écrit quelque chose comme ça, qui a un revirement à toutes les 2 pages. Que là, tu te souviens plus, mais tel personnage, il est allié, on va dire, avec qui, ou tu sais, il joue un double jeu, mais pour qui? En tout cas, c'est jusqu'à la fin dans cet album-là. Sauf que quand tu fais un roman, tu as le temps de développer quelque chose. Voilà, et de mettre en place des indices, des questionnements. Là, t'as pas le temps. Non, c'est ça, exact. Puis sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné? Les couvertures sont sympathiques sans plus, donc je ne les ai pas montrées là, à l'écran, là, mais c'est pas laid. Là. Écoute, mais encore une fois, souvent, c'est beaucoup plus épique que ce qu'on va trouver dans dans l'album. Là, donc voilà. Écoute, je pense que ça fait le tour pour cette série-là, qui ne passera pas à l'histoire, qui avait un énorme potentiel. En plus, on nous disait, hey, c'est un gros événement, on va vous sortir un numéro chaque semaine pendant 3 mois. Quand j'y repense. C'est ce qui s'appelle Pouette, Pouette, Pouette. Là. Ouais, Pouette, Pouette, Pouette. Comme dans les mangas avec le petit oiseau qui passe derrière. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'on réserve en comics, Jean, on réserve la note à la fin de l'émission? À la fin, ouais, je crois bien. Ouais. Parfait. Donc voilà, écoutez, si vous voulez, faites une petite pause, revenez écouter le reste de l'émission quand vous aurez lu cet album-là. Il reste que, c'est une petite lecture rapide, là, sympathique, mais c'est ça, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Puis la fameuse question, qu'est-ce qu'on recommande à quelqu'un qui a un petit intérêt à lire du Star Wars Comics? Ben, pas ça. Alors, question que je pose. Combien coûte cet album? 16 €, Jean. Donc, alors, 16 € plus les 2 fois 16 € ou 16 et 19 des 2 volumes précédents, ça fait cher la petite lecture sympa quand même. Effectivement. D'accord. Écoute, moi, je fais du déni, de l'aveuglement volontaire sur la dépense, parce qu'évidemment, moi, j'achète tout une fois. Oui. Donc, voilà, je suis dans le déni là, de ce que ça me coûte pour ma collection de comics, mais bon. Voilà. Ça, c'est le complétiste qui parle. C'est ça, exactement. Voilà, donc, petit avertissement spoilers. Comme je disais, par contre, donnez-nous vos commentaires une fois que vous aurez lu ça. Puis même chose aussi sur l'auteur, sur les puis sur les dessinateurs. C'est très subjectif.
Évidemment, il y en a qui sont peut-être en amour avec le style de Jethro Morales ou celui de Leonard Kirk. Donc, venez nous donner votre avis en commentaire de l'émission sur les différentes plateformes. Voilà, donc Jean, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans cet album-là et peut-être un mini recap là, de comment l'album précédent se concluait? Rapide, quoi. Ben, ça se concluait sur le grand Moff Adelard, c'est ça, qui se faisait expulser, trahir par Reyna Oscure de la secte de, comment t'appelles ça, de la Brotherhood, les acolytes de l'au-delà. Les acolytes de l'au-delà, voilà. Et donc, il se faisait expulser sur une planète avec son commandeur Bragg et un petit screw de troopers. Pour info, d'ailleurs, les 2 premiers numéros de... Alors, ça s'appelle The Last Stand en anglais, c'est le dernier arc. Comment il s'appelle déjà en français? En français, il n'avait pas déjà le titre sur le site de Panini et tout ça, mais ça serait le dernier assaut ou dernier acte, un truc comme ça. Ok. En tout cas, voilà, ce dernier arc, Last Stand, se déroule entre... Alors, ça dépend. Les 2 premiers numéros, ça se déroule entre les tomes 2 et 3 d'Aftermath, et les numéros 3-4, donc avec le début de la bataille de Jakku, peut-être, se déroule pendant et après le tome 3, donc d'Aftermath. Donc là, je recherche là, je meuble parce que voilà, le résumé spoil est là. Tac. Donc, on retrouve Leia enceinte, voilà, jusqu'au cou d'ailleurs, sur Chandrila, en compagnie d'une certaine Timara Ariz, une agente de la Nouvelle République. Et on entre direct dans l'action là, avec une explosion, un attentat sur Chandrila même. Chandrila qui est le siège temporaire de la Nouvelle République à ce moment-là. Attentat par des membres des acolytes du Beyond, justement. Cette fameuse secte qu'on a découvert dans Aftermath et dans les 2 tomes précédents. Leia va s'en sortir, mais voilà, Timara, son aide, là, va se faire tuer. Luke, quant à lui, est avec Rin Zenat dans le secteur d'Anoat à la recherche d'Adelard, qu'on rappelle avoir été trahi par Reyna Oscure, qui s'était éjecté sur la planète Gallowis. Donc Luke va retrouver Adelard sur Gallowis, sur le point de quitter la planète à bord d'une navette impériale. Donc il va récupérer une navette impériale, Adelard, avec son crew, il va repartir. Et on va retrouver également Reyna Oscure, donc à bord du Scepter, qui est le Star Destroyer d'Adelard, qu'elle lui a volé dans le tome précédent. Elle qui est en pleine conversation avec Gallius Rax qui lui parle des préparatifs pour la bataille de Jakku à venir. On retrouve l'espionne rebelle Keith Aleitia, dont la couverture a été découverte par Reyna, donc elle a été prisonnière par Reyna. Keith qui, malgré tout, va essayer de convaincre les Spice Runners de Kijimi, qui se sont alliés avec Adelard et donc maintenant avec Reyna, et que donc Keith va essayer de les convaincre d'aider la Nouvelle République plus tôt. Et justement, Adelard va regagner son destroyer et avec l'aide des Spice Runners va renverser la situation et reprendre le contrôle de son vaisseau et de sa flotte. C'est là que tu disais que en fait, le cliffhanger du tome précédent il sert un peu à rien vu qu'il revient assez facilement et puis il reprend contrôle disons le statu quo du tome 2 revient Oui, il sert quand même à vraiment une vraie cassure entre Adelard et l'Empire et compagnie. Ouais. Donc là, après, tout le monde est son ennemi, autrement dit. Il est en guerre contre tout le monde. Qu'il avait déjà quand même un petit peu, tu sais, quand il avait appris par Reyna que l'Empereur et Dark Vador s'étaient joués de lui et qu'il l'avait utilisé comme un pion et tout, donc là, il a commencé à twister, mais là, effectivement, il est énervé, là, très énervé, le Adelard. On passe vite fait sur Lando, alors Lando qui est avec son squadron rebelle, là, avec Pretty notamment, un personnage des tomes précédents, qui sont sur le point d'aller assister Chandrila et l'attaque, mais eux vont se faire attaquer par la flotte d'Adelard, justement alliée avec les Spice Runners. Petite bataille spatiale là, à ce moment-là, et on finit sur Han Solo à bord de son Faucon, qui lui aussi a vent de l'attentat de Chandrila et abandonne sa mission actuelle pour s'y rendre. Donc on finit ce numéro 1 par un petit one-shot épilogue, je sais pas, qui s'appelle False Histories en VO, où on reprend juste après que Adelard ait repris le contrôle de sa flotte. On a une petite introspection de sa part, on revoit des flashbacks de sa vie à plusieurs étapes, notamment sa rencontre avec Dark Vador. Et donc, on voit Traun, etc. Bon. Voilà, un petit peu sa vie d'avant, quoi. Sa montée en puissance au sein de l'Empire. Et donc là, il va se rendre sur Jakku, où la flotte impériale a prévu de se rassembler. Donc Adelard, on l'a dit, pas content, parce que voilà, il a été exclu des plans des autres dirigeants impériaux. Hein, Jakku, zut alors, comment est-ce que ça a bien pu arriver? Ouais. Et rappel de contexte, pour mettre les choses en perspective, on a la totalité des remnants de l'Empire, en théorie. On a la totalité de la flotte de la Nouvelle République.
Et lui, il se dit, je vais aller défoncer tout ce beau monde-là. Ouais, tout le monde. Les 2 camps avec mon unique Star Star Destroyer Destroyer. amoché C'est et une bande de contrebandiers, de vendeurs de drogue, etc. là. Je sais pas comment Ouais. faut... Les pas de sens. passeurs d'épices de Kijimi. Ouais, effectivement. Donc, c'est ça l'objectif. là. Effectivement. Et donc, oui, on apprend entre-temps que Adélard est aussi celui qui avait commandité l'attentat de Chandrila là, via les acolytes du Beyond. Donc, Luke et Anne se dépêchent de retourner sur Chandrila. Leia et Mon, sur place, sont tiraillés entre... ils ont à aider les victimes de l'attentat, ils ont aussi à aider Lando, qui est en pleine bataille, et ils ont aussi à rassembler la flotte de Akbar sur Jakku. Donc, pas mal busy en ce moment-là. Leia va même échapper de peu, à un sort funeste avant que Anne ne vienne la sauver juste à temps au dernier moment. Lando et son escadron en difficulté face aux Impériaux et Spice Runner. Mais la petite twist, vous le mentionnez précédemment, les Spice Runners, via Tommaso notamment, vont retourner leur veste, ce qui va permettre à Lando et à sa team de s'échapper. Petite discussion aussi furtive entre Rax et Sloane. Rax qui n'est pas vraiment content du retour d'Adélard, et donc il va demander à Sloane de régler le problème avant que la bataille de Jakku ne commence. Sur Chandrila, Mon reçoit un appel de Keith, qui a réussi à s'échapper du destroyer d'Adélard avec un Spice Runner Trandoshan, là j'ai plus son nom, et qui révèle tous les plans d'Adélard, le fait que le gars a complètement twisté, qui veut la destruction complète, tu le disais, de la République et de l'Empire. Numéro 3, donc les flottes de la Nouvelle République et de l'Empire arrivent sur Jakku. Akbar, donc c'est lui qui est aux commandes un peu de la flotte des gentils. Rax, des méchants. Rax qui délivre un petit speech de motivation à ses troupes. Et voilà, donc la bataille de Jakku. Alors moi, je pensais que c'était la bataille de Jakku, c'est pour ça que tu me prends de cours, Francis, qui commence enfin, quoi. Enfin, moi, c'est la Nouvelle République contre l'Empire dans l'espace de Jakku. Pour moi, c'est la bataille de Jakku qui commence. Donc, sur Chandrila. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais concrètement, c'est bien des éléments de la bataille de Jakku qui nous ont été racontés ailleurs. Mais directement, il ne prend pas part à la bataille en elle-même. Pour l'instant, Adélard reste à l'écart, effectivement, mais c'est là que commence la Nouvelle République à shooter l'Empire. Donc pour moi, c'est une bataille, et il y a Jakku juste en dessous. Donc pour moi, c'est la bataille de Jakku. Notamment parce qu'il y a le Star Destroyer, on le voit s'écraser, je sais plus. Oui, ça c'est dans le numéro suivant, plus tard. Ouais. Donc ça, c'est bien des éléments de la bataille de Jakku qui nous sont racontés, tout comme les croiseurs Starhawk qui enfoncent les lignes ennemies. Oui, voilà, ça, on en parlera ensuite. Des éléments de la bataille de Jakku. Oui, complètement. Il y a les secondes de Akbar, justement, qui ont aidé à cracher le vaisseau de Rax. Tout ça, c'est effectivement, c'est que la bataille de Jakku sert de trame de fond. C'est plus ça, voilà. Ouais, c'est l'environnement, on va dire. C'est ça, exactement. Mais on reste focus sur Akbar, non, sur Adélard, effectivement. C'est vrai. Donc on est sur où là? Sur Chandrila, voilà, où Luke va accueillir Keith et donc le Spice Runner Trandoshan. Rin, qui a un plan pour faire tomber Adélard, et ça implique les Spice Runners, justement. Elle, donc Rin, avoue d'ailleurs qu'elle en a une de Spice Runner, qu'elle est en fait la fille de Tommaso. Petite révélation, petit twist. Elle demande à Luke de lui faire confiance, donc elle a une idée. Qui est d'aller rencontrer Tommaso, donc qui est, on le rappelle, le second de Zeva Bliss, la leader des Spice Runners, et qui avait déjà aidé l'Alliance Rebelle par le passé, qu'on a vu ça dans le fameux one-shot de Segura, notamment. Et donc là, ils vont lui demander tout simplement de retourner leur veste et d'aider la République plutôt que Adélard. Pendant que la bataille de Jakku fait rage, Adélard, donc on l'a dit, lui, il est un peu à l'écart, il se délecte du chaos ambiant d'abord, puis il va se lancer dans la bataille malgré tout, et donc il va attaquer les deux camps. À sa surprise générale, il va aussi se faire attaquer, parce qu'il voit quand même le gros bordel, et lui il arrive en plein milieu, et c'est une certaine Eleodie Maracavania, donc une pirate, pareil, c'est un personnage qui vient de Aftermath, de Riposte, qui arrive à bord d'un super Star Destroyer, là, énorme, vous verrez la page, elle est superbe. Donc Luke et Rim arrivent aussi aux abords de Jakku. Ils vont aborder le Scepter. Le Scepter, c'est le destroyer d'Adélard. Et quand Adélard, justement, va entrer dans la bataille, Reyna Oscuré va poignarder son commandeur Bragg. Adélard va grièvement blesser Reyna suite à ça. Au même moment, on a les Spice Runners, donc, qui étaient d'abord alliés à Adélard, qui vont retourner leur veste et défoncer son Star Destroyer. Ce qui va permettre à Luke et Rin, qui entre-temps ont retrouvé Reyna blessée, ils l'ont emporté, à s'échapper à bord du Faucon Millennium, piloté par Han Solo, parce que oui, entre-temps, Han Solo est arrivé, Lando est aussi là, on a Pretty, on a Jarek Yeager, on a tous les gentils qui arrivent à ce moment-là, pour justement aider à aussi faire cracher le Super Star Destroyer de Rax sur la planète en elle-même. Dans le Scepter, bataille finale entre Luke et Adélard,
Mais c'est Rin qui va cependant l'achever d'un coup de blaster. Donc voilà, donc Luke, Rin, tout ça, il s'échappe du sceptre avant que ce dernier n'explose, suite aux nombreux coups portés par les Spice Runners notamment. Et on apprend en fin de tome donc, que la bataille de Jakku, donc ça c'est un peu un épilogue aux comics. En quelques pages, on apprend que la bataille de Jakku a continué des mois après, à la surface notamment. On voit 1 ou 2 cases de la surface de Jakku. On voit aussi très très subvertissement la mort de Rax par Sloane. Sloane qui va rejoindre Hux. L'Empire qui sera officiellement, donc avec un petit caméo de Masameda aussi. La naissance de Ben Solo, tout ça c'est en quelques pages seulement à la toute fin. C'est dommage, j'aurais bien voulu ça plus développé quoi. Et le tome conclut avec une toute dernière page d'épilogue où on voit 2 personnages encapuchonnés, là, faut monter un coup, et c'est ça qui fera le lien d'ailleurs avec la série Star Wars 2025 par le même Segura. Donc voilà. Ah, ok, ben, tu vois, j'avais même pas fait le lien. Donc, écoute, dans le futur épisode sur le premier album, tu nous expliqueras ce fameux lien. Ben, si tu veux, en petit spoiler, je peux t'expliquer viteuf qui sont ces 2 personnages. Quoi. Alors si, moi ça me semblait logique en fait, parce qu'il y a vraiment le côté ah, ouh là là, nous sommes en train de compléter, il va se passer quelque chose. Et donc je me suis dit naturellement que c'était ce qui allait nous être montré dans la série Star Wars, puisqu'il reste que cette série-là. C'est pas dans Legacy of Vader qu'on va avoir quelque chose, parce que ça se passe trop longtemps après. Et finalement, la seule série régulière, c'est celle-là. On a une nouvelle série Afra qui se déroule en même temps aussi. Ouais, après, ça m'aurait moins semblé logique dans la série Afra. Oui, tout à fait. Non, écoutez, c'est ça. C'est comme je disais, c'est vraiment une trame de fond. Il y a énormément de liens avec effectivement Riposte et compagnie. Mais c'est ça, toujours des petites, une cause, tu sais, comme la mort de Rax par Sloane. Mais c'est tellement que les gens qui n'ont pas lu tout ça, puis en plus, quand bien même on l'a lu, Riposte, c'est sorti il y a 7 ans, même plus que ça. En tout cas, en français, on va dire un bon 8-9 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est soit fallait que tu choisisses, tu fais ton histoire sur quoi. Puis là, il y a quand même énormément de causes de bouts comme ça que ça fait juste être plus frustrant qu'autre chose. Parce qu'effectivement, tu auras envie de comprendre un peu plus les tribulations là, entre impériaux, puis, ou même chose côté de la République, où on nous tease, par exemple, le personnage de Yeager, que on le voit apparaître, mais à quoi ça sert? À rien. Alors que ça aurait été. Pour faire une ref à Star Wars Résistance. C'est tout. C'est ça, alors que c'est un personnage qui suscite un intérêt parce que c'est un ancien pilote de chasse là, dans Résistance. Je suis sûr que les 3/4 des personnes qui ont lu ce comics n'ont aucune idée de qui est ce personnage. Hein. Très possible, exact. Même chose, tout l'arc, on va appeler ça un arc là, de Lando, qui essentiellement est une mouche dans cette série-là, dans le sens c'est ça, c'est la bataille spatiale en continu tout le long. Dans son fameux yacht de luxe, là, le Lady Luck, Dame Chance, je crois en français. Lady Duck. Ouais, que j'aime appeler Lady Duck à cause de. Non, ça c'est Daisy. De son nez en canard, là. Mais bref, en plus, moi j'ai lu récemment le roman justement qui se passe un peu plus tard, où est-ce que il recherche sa fille disparue avec Luke. Donc là, je me suis demandé aussi, OK, j'imagine qu'on est avant ça, parce qu'il n'y a aucune mention là, à une fille disparue et compagnie. Non, on est bien avant, je pense, ouais. C'est ça. Mais bon, j'en reparlerai, mais là, en anglais, on vient de commencer la série qui se passe plus tard, donc avec Han Solo qui cherche le faucon, et avec Lando qui est présent aussi. Donc bref, aucune mention de la fille disparue. Tout ça pour dire que, écoute, pour moi, c'est ça. C'est vraiment peut-être une série qui avait un peu trop d'ambition en termes de complexité de récit à raconter là, pour le format. Ouais, j'essaie d'apporter quelques trucs qui, moi, ils m'ont beaucoup plu dans ce tome-là. Je ne sais pas si... Ouais. Vas-y, hein, si tu veux continuer. Mais, allons-y, Jean. Attendons pour le côté graphique, tout ça, allons-y avec effectivement au niveau du récit. Là, qu'est-ce que tu as tant aimé dans... D'abord, scénario, donc. Scénario. Écoute, moi, tout ce qui est clin d'œil à Aftermath. Moi, tu vois, après avoir fini ce tome-là, j'avais qu'une envie, c'était de me relancer les 3 Aftermath. Et je crois que je suis plutôt occupé. Mais dès que j'ai une petite fenêtre, j'ai envie de me les relire parce que j'ai revu des personnages. Limité au 3e, là, tout ce qui est bataille de Jakku et compagnie, c'est uniquement dans le 3e. Ouais, mais moi, je dirais que j'avais pas besoin de ce comics un petit peu vraiment moyen pour avoir envie de relire
et la trilogie Riposte et le 3e volume. Non, non. Voilà. Bah, Après, on peut effectivement, relire également la fin de Étoile perdue. c'est ça aussi, ouais, c'est vrai, qui présente la bataille de Jakku. Non, mais disons que ça, c'est une trilogie Riposte, moi, que j'avais toujours envie de relire, parce que chaque fois qu'on en reparle, on se dit, c'était pas tip top, mais quand même un petit peu bien Ah quand même. si, moi j'avais bien aimé, j'ai un Voilà, super c'est vrai souvenir que de la toi, Loïc, tu trilogie. la défends souvent, et moi j'ai envie de Ouais. la relire, et ça, voilà, c'est prévu, mais trop occupé, et je t'avoue que ce tome-là, moi, m'a donné envie. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que le kill count, ça commence direct, tu vois, dans le kill count, donc ce que j'avais un petit peu reproché au tome précédent, c'est que il n'y a pas vraiment de mort marquante. Là, bam, alors ok, c'est un personnage inédit dont tout le monde se fout, mais Leia, elle s'en fout pas, c'est quelqu'un qu'elle connaît, et je trouve ça sympa qu'une gentille, entre guillemets, se fasse zigouiller direct. Pareil, on voit Rin plus tard qui va buter de sang-froid un Stormtrooper, mais vraiment à bout portant, quoi. Donc c'est hors champ, mais voilà, tu devines bien quand même, donc j'ai trouvé ça relativement bien. Il y a pas mal de facilités scénaristiques, effectivement, moi j'ai noté 2-3 trucs, genre la navette impériale, qui fait exfiltrer Adélard de la planète là au début. Il mentionne le lieutenant Crathmore là, que tu n'as jamais vu, tu verras jamais. Donc c'est lui qui fait envoyer la navette. Ouais, un peu facile quand même, tu vois. Il y a ça, il y a le retournement en situation des Spice Runners aussi qui sont faites en 2D. Effectivement, là je comprends que ça soit un petit peu facile. Mais après, moi je vois la Leia, voilà, la Leia badass, enceinte jusqu'au cou, comme on disait, mais qui y va, quoi. Qui y va, blaster à la main pendant l'attentat de Shangri-La, qui était aussi présent dans Aftermath. Je trouve ça très très cool de la voir se battre, de la voir autant badass que d'habitude, tu vois, malgré son état. Bizarrement, ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors, vu que c'est la continuité des 2 tomes précédents, les Spice Runner et Tommaso, moi, ça me fait plaisir de les voir. Moi, Tommaso, la révélation que c'est le papa de Rin, tout ça, voilà, la liaison qu'il a avec l'Alliance, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça m'a plutôt plu. Voilà, c'était pas en trop, quoi. Effectivement, ça aurait pu être un autre groupe, mais là, dans la continuité des 2 tomes précédents, ça m'a semblé logique. Plein de mentions. Alors après, comme les tomes précédents, c'est plein de références à d'autres trucs. Wedge Antilles, voilà, c'est dommage qu'Antilles, on l'a pas plus. C'est Antilles qu'on prononce, Louis, que je ne me plante pas la prononciation. Antilles, ouais. Antilles, voilà. Voilà. C'est bien, pas Grievous. Non. Donc ouais, Antilles, alors ça c'est dommage. En conclusion, c'est ça. C'est dommage qu'on n'ait pas plus mis l'accent sur sur plus de Sloane, plus de Rax, plus de Wedge Antilles, avec son Phantom Squadron qui est là, mais qui est pas assez là. Donc c'est dommage. On a aussi Blade Squadron. Alors Blade Squadron, c'était trop bien. C'est le fameux squadron de l'épisode 6 qui n'est pas identifié en tant que Blade Squadron dans le film, mais qui sera, comment on appelle ça, pas Redcon, mais requalifié comme Blade Squadron. Présent dans l'album? Ouais, enfin, où il y a une mention, je pense, quoi. Mais, ok. Ouais, effectivement, il y avait eu une série de nouvelles dans le Star Wars Insider. Voilà, exactement. 4 nouvelles. Ouais. C'est ça, qui parlait de Blade Squadron, donc c'est dommage, encore une fois, qu'on ne l'ait pas vu. Pareil, il y a plein de cliffs, moi, qui m'ont beaucoup plu. Là, très très cool, le retour de Elodie, Maraka Vania, là, de Aftermath, qui est une pirate qui a volé ce super Star Destroyer. Et là, je te montrerai la planche. Je sais pas, moi, c'est une planche qui m'a fait de l'œil, tu vois, je m'en rappelle, tu vois, qui arrive au-dessus de celui d'Adélard, là, c'était assez sympa. Et ta petite mention, là, pour toi, Francis, c'est le tout premier perso non-binaire du canon, ce Elodie Marakavania, donc c'est Chuck Wendig qui a créé ce personnage-là. Donc c'était le début par elle. Ouais, c'est... Voilà. Qu'est-ce que ça apportait? Voilà. Bon, ensuite, voilà, alors je ne sais pas si vous avez noté, alors pendant que Akbar il envoie ses ordres, ces ordres-là, il nomme plein de personnages, comme tu as Krista Agat, qui est le perso qu'on voit vite fait sur la fin avec l'œil, un œil cyborg, cybernétique un petit peu là. Qui est un personnage qui a perdu son œil pendant la bataille de Chandrila, dans l'attentat de Chandrila, et qui là va participer va sacrifier avec son vaisseau à justement faire cracher le Star Destroyer de Rax. Donc ça c'était assez cool de l'avoir là. C'est pareil, c'est dommage, on la voit pas assez. Mais elle est là quand même, tu vois. Il y a qui d'autre? Il y a Sloane, évidemment. Alors Sloane, pareil, c'est un personnage qu'on adore, hein, et qu'on aurait voulu plus présent dans ouais, c'est ça. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais mettez-la nous, elle fait rien. Là, c'est vraiment si du elle caméo. vient, j'ai compris le plan, il veut tous nous attaquer, je sais pas quoi. Ok, super. Tu faisais faire venir un lieutenant lambda, ça fonctionnait aussi. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup une mini-série, rien que sur elle, tu vois, avec toute sa vie, quoi, de l'avant de la trilogie originale jusqu'à la fin avec le First Order, quoi. Enfin, c'est un personnage passionnant qui, malheureusement, ici, n'est pas assez développé. On voit aussi vite fait les Hux,
Papa Hux et Armitage Hux dans une case. Donc pareil, tu te dis que peut-être en ce moment il est en train de préparer le First Order, donc c'est cool de le C'est voir là là. où je me dis que c'était intéressant d'avoir que des impériaux qui se tirent un peu dans les pattes et qui sont pas d'accord les uns avec les autres. C'est quand je vois en fait ces persos que tu viens de citer et se dire qu'ils sont là parce qu'il fallait, j'avais envie de faire un clin d'œil, mais qu'ils n'ont aucun rôle alors que ça aurait pu donner quelque chose Ouais. d'intéressant. C'est un caméo, hein, comme tu dis, c'est un caméo. Ben voilà. En fait, cette bataille of Jakku, c'est pour ça que je rejoins aussi Francis quand tu dis que c'est pas vraiment la bataille de Jakku. Là, en fait, cette partie en 12 numéros, elle aurait bien fait une. Tu sais, comme ils avaient fait avec Dark Druid et D-Squad, par exemple. Tu vois, ça aurait été très bien une série annexe hors série ou une série on the side, quoi. À côté d'une série vraiment Battle of Jakku, plus centrée sur Rax, Sloan, le squadron d'Antilles, par exemple, des trucs comme ça. Ouais, ou tu C'est sais, ça, en parallèle. tu remarqueras qu'il n'y a aucune référence aux événements de la trilogie Alphabet. Et c'est Donc, vrai. ils ont un rôle très important si on suit. J'allais dire, effectivement, on aurait pu les avoir, hein, une partie de ces Ouais. personnages aussi. C'est vrai. C'est un peu dommage. Mais tu vois, il y a ça, il y a le dialogue de fin entre Luke et Adélard aussi, où tu vois Adélard en larmes, il voit qu'il a tout perdu, en pensant, tu vois, voilà, que l'empereur et Vador, c'est des gens qui n'ont pas eu leur rédemption. Donc lui, il refuse la rédemption en refusant l'aide de Luke, ne sachant pas que Vador, lui, il a eu sa rédemption. Bref, c'est des petits passages comme ça, moi, qui m'ont beaucoup plu. Et ce qui va lier ça au dessin de Morales, qui, moi, je dois avouer, m'ont beaucoup, beaucoup plu, en fait. C'est pour ça que je ne vous rejoins pas du tout sur les dessins de Morales. Avant d'aller là, Loïc, un avis rapide sur le scénario? Le scénario, évidemment. alors j'aime bien les parties impériales quand même, parce que c'est ça que j'avais envie de voir dans la bataille de Jakku, donc voilà. Ce qui me déçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup en revanche, c'est que dans toutes les planches qu'on peut avoir, on n'a pas non plus l'ampleur d'une bataille de cette importance. Je pense notamment au briefing, le briefing avant d'aller, que tout le monde aille sur Jakku, donc le briefing de la Nouvelle République. On a, je crois, Mon Mothma, donc autour de la table du Haut Moine, on a Mon Mothma, on a Akbar, on a 4-5 personnages, même pas. Et je veux dire, quand on se prépare à un plan de bataille qui est la bataille finale absolument dantesque, où le destin de la galaxie se joue, on fait pas ça à 3 ou à 4 derrière une petite table, quoi. Il doit y avoir des généraux, des amiraux, des machins, on coordonne, qu'éventuellement ils soient dans leur vaisseau ou dans des bases prêts à intervenir, moi ça me va, mais ils sont présents en hologramme autour de la table. On fait un plan, on discute des options. Les généraux prennent le lead en disant non, attendez, parce que là on va se faire massacrer. C'est comme ça qu'on construit. On s'appuie sur la flotte, on s'appuie sur les chasseurs, on s'appuie sur justement des Phoenix Squadron, des Ghost Squadron, des Alphabet Squadron. Voilà, c'est tout plein de choses qu'on aurait pu avoir et qui me déçoivent encore plus. Côté impérial, on l'a un petit peu plus parce qu'on nous habitue de toute façon dans les comics à nous montrer un petit peu plus de troupes impériales, mais ça reste quand même très très limité au niveau de la coordination, alors que même en comics, il y a moyen de faire des choses super intéressantes à ce niveau-là. Donc au niveau du scénario, les pages se tournent sans grand intérêt. C'est pas mauvais, tu l'as dit Francis, ça se lit, mais quel est l'intérêt? Et franchement, Adélard, moi, au bout d'un moment, je l'avais presque oublié. Et quand tu arrives, tu tournes une page et tu dis, ah oui, c'est vrai, il n'est pas encore mort. Je pensais qu'il était déjà mort, tellement il n'a aucun impact dans cette histoire. Et puis vraiment, ce que tu disais tout à l'heure, alors le plan de le gars qui veut venir tout seul avec son destroyer détruire le reste de l'Empire et la flotte de la Nouvelle République, là où l'empereur n'a pas réussi avec 2 étoiles de la mort. Non, mais sincèrement, je veux bien que le mec il soit un petit peu aveuglé, mais à ce point-là, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, qui est suivi dans cette folie-là par tous les passeurs de Kijimi. Oui, de toute façon, les passeurs de Kijimi, il n'y a pas de sens dans leurs actions, ça n'a aucun intérêt. Et pareil que Sloan, elle arrive, elle est presque, elle est pas paniquée, mais elle semble inquiète du plan d'Adélard. Sincèrement, non, parce que ton ennemi, il n'est pas là. Lui, il a un Star Destroyer. Il suffit que tu envoies toute une flotte de chasseurs et puis il ne pourra pas faire grand-chose de plus, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, déception aussi. C'était côté déception dessin et déception côté scénario aussi.
Ouais, Ben, le dessin, dessin, justement, Jean, est-ce que tu veux nous montrer un peu? ouais. Moi, j'ai rien à ajouter d'un point de vue spoilers, là. Je vois rien qui, comment dire, qu'on révélerait ici qui changerait du tout au tout là, la perception de quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Donc, c'est ça. C'est à part de limiter vos attentes, parce que c'est ça. Très, très, très. Et tant qu'à vouloir faire un récit rattaché avec les ficelles là, à d'autres romans et tout ça, ben fais-le complet. Là, parce que là, c'est rattaché effectivement au dernier volume de Riposte, mais je vois pas les liens ni avec Alphabet, ni avec le jeu Battlefront 2, ni avec le roman Étoile perdue, qui est quand même le roman triple A là, dans la littérature Star Wars, dans le canon. Donc, bref, voilà. Côté dessin, Jean, tu voulais nous montrer. Ouais, alors on commence par Kirk, là, si tu veux. Là, c'est la petite histoire qui fait en fin de numéro 1, False Histories, qui est pas. On n'a pas mentionné que le Super MechWarrior, là, donc le wannabe Darth Vader, là, qui accompagne toujours Adelaide, dans ce numéro-là, ne sert encore plus à rien que dans Oui, non, c'est clair. Pareil, ça sert pas Vraiment, grand-chose. là, il pourrait ne pas être C'est là. dommage ça parce que serait finalement, il avait un design que je trouve plutôt intéressant. D'habitude, je vous dis, bah tiens, des trucs de comics, je les verrai pas en live. Et ça, je suis capable de l'imaginer en live. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais ok. Non, effectivement, il n'a pas beaucoup d'importance. Mais voilà, niveau dessin, donc Leonard Kirk, quoi, qui avait massacré, je crois, le tome 1. Là, tu vois, ça va. Je me suis dit, il se débrouille plutôt bien sur ce petit one-shot en fin de numéro. Notamment la fameuse page que je te mentionnais, voilà, la fameuse page où tu as Ouais. Adelaide qui va défoncer le Star Destroyer plus petit. C'est quand même Ça, joli. c'est très Quoi. joli. Ouais. C'est ça. Fait que tu vois que quand il met le temps, ou Ouais. ou tu sais, un gros plan, par exemple, là, sur les visages, c'est quand même. C'est ça. Ouais, Quand c'est il vrai. y met le temps, ça peut être très beau. Et Mais lui, enfin, je sais pas si c'est son coloriste ou quoi, mais qui a un ton plus sombre que peut-être Morales, qui vous disiez avait un ton plus coloré, quoi. Mais c'est le même coloriste pour c'est tous un les coloriste, numéros. Ouais. ok. Bon, niveau espace, je trouve que voilà, je crois que Morales fait quand même mieux, parce que là, je sais pas si ça se voit bien, mais peut-être pas, mais c'est quoi, quelques petits points blancs pour les étoiles, alors que Morales, à côté, je sais pas, il donne une espèce d'effet de nébuleuse. Enfin, il y a plus de vie, bizarrement, dans l'espace, par Morales que par Kirk. Et notamment au niveau du numéro 3, qui est 100% Kirk, je sais pas ce que vous en pensez, mais à part sa splash page, là, magnifique, où tu as le Super Star Destroyer qui surplombe celui d'Adelaide, les dessins sont pas fifou, là. Enfin, je sais pas si on peut voir ça, tac, voilà. C'est du Kirk. Ah, on est d'accord, c'est pas fifou du tout. Mhm. Tac, attends, je suis même pas sûr. Si c'est le numéro 3, ouais, je crois que c'est celui-là, hein, numéro 2. Mais par contre, voilà, quand vous parlez des manques d'ampleur sur les batailles spatiales, je sais pas, moi j'ai trouvé toutes les splash pages ou les grandes pages, les pages pleines des batailles spatiales assez impressionnantes quand même, tu vois, même par du Kirk là. Je sais pas si Attends, ça se voit. je vais te montrer ce que c'est des pages impressionnantes en termes de Ouais. bataille spatiale. Là, je crois que je me plante, je crois que c'est encore du Morales en fait. Attends, vas-y. Je vais te montrer du Kirk avec le fameux Star Destroyer à la toute fin là, voilà, qui m'a quand même un peu impressionné, tu vois, c'est un peu le dernier numéro, la dernière page du numéro 3. Tiens, hop là, elle est là, avec le personnage d'Elaudi là. Mhm. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose. Alors c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais bon, écoute. C'est pas laid. C'est pas laid. Et puis la bataille de Jakku qu'on voit dans le numéro 4 par Morales, par contre, je sais pas, c'est dynamique, alors peut-être le dynamisme, peut-être pas dans les combats de personnages, tu vois, en sabre laser par exemple, mais en bataille spatiale, je sais pas. Je pense que, en tout cas, je veux pas parler à ta place, Loïc, là, puis tu montreras après ce dont tu parlais, mais C'est toi moi, qui je suis montreras. d'accord. En termes d'ampleur, c'est qu'on voit, encore une fois, ce n'est qu'une trame de fond, on voit des petits extraits, tu comprends? Mais c'est pas juste de voir qu'il y a une grosse bataille, c'est de comprendre aussi les implications. Comme là, les Starhawks sont présents, mais le rôle crucial que les Starhawks ont dans cette bataille-là, on le comprend pas du tout dans ce comic-là. Non, si, à part créer une brèche, en fait, ouais, puisqu'il y en a un qui sacrifie. mentionné, mais tu sais, tout le fait que c'est eux qui vont attirer le Super Star Destroyer vers le fond, on va dire, là, vers la planète. Voilà. Fait que bref, alors, quand je dis que ça manque d'ampleur, c'est que justement, par exemple, autour de Jakku, on a quasiment, normalement, quasiment tout le reste de la flotte impériale qui est en orbite de Jakku. Et en fait, je le ressens pas, ça. Donc oui, ça reste une trame de fond, et ça, je suis OK avec toi, Francis, mais je dois pouvoir le ressentir. C'est-à-dire que je dois avoir plusieurs plans, et c'est-à-dire que ce foisonnement de vaisseaux, que ce soit des chasseurs, que ce soit des destroyers, au fond, en arrière-plan, je dois les voir, en fait.
Et c'est ça, moi, quand je dis il n'y a pas l'ampleur, c'est ça qui me dérange. Je suis d'accord. Écoute, je ne sais pas si tu voulais montrer ce que tu avais prévu, Loïc. Bah, vas-y. On va le décrire quand même pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Oui. Alors, tu peux afficher, Francis? Ah, ok, attends un petit peu. Moi, j'ai pas l'accès sur les. Ouais, non, si tu veux aborder autre chose, là, parce qu'il y a un petit bug sur le partage. Ah, ok. Mais si tu veux, je peux. Vas-y, Jean. Non, je voulais juste parler de la fameuse dernière page là, avec les 2 personnages encapuchonnés. Là. Donc, là, petit spoiler vite fait sur. De toute façon, on en parle petit spoiler là, sur qui pourraient être ces personnages-là. De toute façon, c'est les personnages. Un des 2, c'est un personnage de la série Star Wars 2025, donc inédite. Donc, ça ne vous dérangera pas de savoir que c'est elle. C'est une Prime Minister d'une planète quelconque qui sera le lieu d'action de la série Star Wars 2025. Et l'autre, c'est ni plus ni moins que Reyna avec son sourire. Là. Donc, c'est Reyna qui a survécu donc, à tout ce bazar et donc qui va fomenter des plans pour mettre en place ce qui va se passer dans Star Wars 2025. Tu vois. Donc voilà, un petit cliff pour faire le lien entre la série de Segura qui suivra. Quoi. Donc, navré Loïc, là, j'essaie de rouvrir ce que tu nous avais envoyé, là, puis ça fonctionne juste pas. Moi, j'arrive même plus à sortir cette page-là. Si tu peux supprimer. Premier problème technique, là. Ça freeze. Ah, ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas souvent. Ah, attends, je regarde si je peux. Moi, je peux présenter mon écran? Oui, exact. Alors, je vais essayer de. Si vous me laissez 1 minute, je devrais pouvoir retrouver ce que j'ai fait. Parce que je me souviens d'autres, effectivement, mini-séries, là. Attends, on a même perdu le où est-ce qu'on avait, effectivement, on ressentait justement l'ampleur de la bataille, des choses comme ça. C'est ça. Et justement, ça serait intéressant que je puisse, en tout cas, le montrer à l'écran pour ceux qui ont l'image. Je l'ai. Je sais que je l'ai, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et puis que je te les ai envoyés accessoirement. Ouais, c'est ça. Donc, ça serait là. Et sinon, on va se croiser les doigts que Jean revienne d'ici la fin de l'émission. Ah, Jean, il a dû redémarrer. Ok, alors c'est dommage parce que du coup, il va pas avoir... il va rater... je vais présenter, donc je vais présenter mon écran et ce sera plus simple. Donc, je mets en grand écran. Tac, je reviens dessus. Désolé à ceux qui nous écoutent en version podcast et pour l'image et pour les problèmes techniques. Donc, partager. Ah, je peux partager un fichier image. Paf. Et donc, j'aurai stack ici, ici. Sinon, moi aussi, je suis en train de redémarrer. Ah, toi aussi, tu es en train de redémarrer. Ok. Pour ressortir tout repose sur moi. Tout repose sur moi. Alors, voilà, j'ai cliqué dessus. Je pense qu'après, tu peux il faut que tu l'acceptes, Francis. Oui, voilà. Donc voilà. Là, est-ce que tu sais quel dessinateur c'était? Alors, c'était un dessinateur que tu n'aimes pas, puisque c'est Salvador Larroca. Ouais. Salvador Larroca, qu'on a beaucoup décrié dans des émissions de littérature, mais qui, en revanche, a toujours été, comment je pourrais dire, que j'ai toujours trouvé, moi en tout cas, efficace sur les parties spatiales, batailles spatiales, vaisseaux, couloirs de vaisseaux, ce genre de choses. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était très, très réussi. Donc là, Jean est revenu, c'est parfait. Désolé. Donc, voici un montage en fait d'éléments qu'on a pu trouver, donc de cases, de planches, qu'on peut trouver dans d'autres comics Star Wars. Donc, ce sont des batailles spatiales qui ont eu lieu dans la série Star Wars ou dans la série Dark Vador, donc la première. Donc, où on voit quand même, déjà que c'est quand même beaucoup plus joli. Et là, on peut parler juste des couleurs. Je ne parle même pas du dessin, mais on a des couleurs qui pourraient s'apparenter quasiment à un film, voire à une série peut-être animée de type Clone Wars saison 7, quelque chose comme ça. Tu peux basculer sur la deuxième, Francis. Ouais. Donc là, j'ai monté 3 images ensemble, 3 images de bataille. Là, je ressens des vaisseaux. Donc c'est une attaque de X-Wing versus un Star Destroyer qui balance la totalité de ces chasseurs taille. Rien que les lasers, en fait, que je trouve extrêmement dynamiques. Si vous prenez la case de droite où on a tous ces chasseurs en formation qui attaquent les tailles en formation, donc on change
on change de point de vue. Un coup, on est face au Star Destroyer. Après, il est en dessous de nous, au-dessus de nous, pardon. Et c'est super dynamique. Et sincèrement, comment ça peut tenir la comparaison avec ce qu'on vient de voir là? Je Ça la bascule tient un pas. troisième. Comment? Ah ouais, je trouve Ça la tient tient pas. pas. Je trouve Dur OK, c'est quand même plus joli effectivement, mais Tu peux basculer Morales, la prochaine, Francis. c'est pas le pire dessinateur qu'on ait eu pourtant et ouais, je sais pas, je le Alors, trouve mieux. j'ai pas dit que c'était le pire. Attention. C'est pour J'ai ça, mais pas je trouve dit que c'était le qu'on pire. a critiqué des trucs, enfin, bien pire que ça, quoi. Enfin, Bien sûr, ouais. on a critiqué des trucs bien pires que ça. Mais moi, je parle comparativement à ce qu'on nous a vendu. D'accord? Puisque il suffit pas de juger la lecture, il suffit aussi de juger la promesse. Et la promesse initiale, c'était quelque chose d'important, le lore Star Wars, qui repose dessus. Voilà, là, on a des cases un peu plus petites où on a des morceaux de bataille. Ben, sincèrement, je reconnais les vaisseaux déjà. Alors, Ouais. je dis pas que ceux de Jetro Morales ne ressemblent pas à des vaisseaux de Star Wars, mais sincèrement, ça a quand même un peu plus de gueule. Et puis une dernière pour la route. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, je partage. Francis, tu peux l'ajouter. Elle va arriver. Ouais, je sais pas, comparer ce qu'on a avec, Voilà. avec des putains de planches superbes, je trouve pas ça. Voilà. Là, on a du vaisseau. OK? Parce qu'on en a quand même. Si je compte sur l'image, et c'est des destroyers, hein, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 destroyers, 14 destroyers. Il y a une quinzaine de chasseurs, plus une grosse station spatiale. Ça, c'est une splash page, donc c'est une double page. Voilà, ok. Et Là, je ressens. en fait, c'est qui Alors, il La n'était pas là, Roca. comme j'ai dit, c'est la Fait que Roca. c'est ça, Loïc nous fait regretter l'époque de la Roca, donc il faut le Ouais, faire. exactement. Bon, exactement. Ouais, je mais la attends, blague dans le sens il a que là, pas- c'était sa force. Hein. Et il a peut-être eu plus de temps. Un Il a peut-être- habillage qui non, était alors pas. non, justement, Jean, j'allais le dire parce que je savais que quelqu'un allait dire ça. Je rappelle qu'il a officié sur la série régulière. Mhm. Donc, mais justement, c'est-à-dire ouais, qu'il a mais tenu le rythme. Alors, on peut revenir hein, Battle of Jakku, sur c'était. les visages et tout ça qui sont certes un peu moins efficaces. En revanche, tout ce qui est décor, etc., il officiait sur une série régulière. C'est-à-dire qu'il avait un numéro à dessiner par mois. Donc, Voilà, et là, Morales, il en a fait 3 en un mois. Alors, c'est pas correct, ils auraient pas dû faire ça, mais je trouve que c'est quand même pas dégueulasse ce qu'on a dans ce tome-là. Alors, j'invite vraiment nos auditeurs à passer au moins sur cette partie-là qu'on a commencé à 1 minute 10. C'est 7 minutes où on vous présente les différents visuels parce que vous les avez peut-être plus en tête, vous vous en souvenez peut-être plus parce que Salvador La Roca, ça remonte quand même à une époque. Je vous invite à passer sur la chaîne YouTube et à mater juste au moins cette section de vidéos et d'ouvrir votre comics à côté et de regarder et de comparer. Voilà. Bref, je vois le temps qui file, messieurs, donc Oui, je pense que oui, les gens je auront pense compris que- nos récriminations sur cette série-là, mais aussi les arguments favorables de gens. Fait que je suis curieux d'avoir vos notes sur cet album final-là. Je suis embêté parce que j'avais encore un petit passage sur les contradictions, là, parce que ça, c'est ces petits problèmes. Ah, ouais. Excuse-moi, Ouais. Jean, donc oui, Ouais. comment Ouais. on dit? Les problèmes de les Pas du contradictions. retcon, mais c'est ça. Contradiction avec les autres récits. Ouais, alors je sais pas si je vais aller très vite, t'inquiète pas, ça va pas. Mais malheureusement, ce Last Stand, c'est le tome qui en a le plus. Tu en avais déjà noté une ou deux sur les tomes précédents. Et là, c'est ce tome-là qui en a le plus. Donc pour le tome 2, ouais, tu l'as mentionné. Donc le titre, alors on parlait du titre de Sloan dans les tomes précédents. Là, c'est le titre de Rax qui se dit Counselor Rax. C'est un titre qui aura bien après les événements de ce tome-là, en fait. Donc, petite contradiction, c'est pas bien méchant, mais voilà, niveau titre, il n'a pas fait son travail, c'est Segura. Là, pareil, contradiction entre Last Stand et Aftermath. Le comics voit Sloan parler à Rax dans le Vigilante après l'attaque de Chandrila. Le Vigilante, c'est le Star Destroyer de Sloan. Donc, après l'attaque de Chandrila, donc avant la bataille de Jakku. Et le Vigilante est détruit dans le premier roman, Aftermath, donc avant l'attaque de Chandrila, donc ça colle pas. Elle n'est pas censée être dans ce vaisseau-là à ce moment-là. Sloan, elle est d'ailleurs séparée de l'Empire lors de l'attaque de Chandrila. Elle est en désaccord avec Rax à ce moment-là. Elle revient au sein de l'Empire qu'à la fin du troisième roman, enfin pendant le troisième roman, à la fin d'Aftermath, pour tuer Rax notamment. Alors que la numéro 2 voit Sloan et Rax bosser ensemble pendant Chandrila,
Donc là, pareil, contradiction. Comme quoi, il n'a pas regardé les bonnes vidéos YouTube. Oui, non, mais c'est il a sûr. oublié des trucs. Et c'est dommage parce qu'il y a quoi? Il y a un story group apparemment. Et c'est eux qui auraient dû. Ça, c'est tous les fans. Hein. C'est les fans sur les discussions Reddit qui ont noté tout ça. Gros problème avec le cas Han Solo. Dans le numéro 1, on en avait parlé, en fait, tu l'avais mentionné vite fait, je crois, Francis, dans un des tomes précédents, mais c'est surtout dans ce tome-là qu'il y a le problème, Han Solo. On le voit rush dans le numéro 1 vers Takodana pour aider Weasel. Donc Weasel, le fameux personnage de comment il s'appelle du petit... j'ai plus le nom de l'acteur. Weasel, c'est... les Wok aussi. Warwick Davis. Warwick Davis, voilà. Donc c'est une petite mention, pareil, de Weasel, Warwick Davis par Solo. Ouais, apparu dans Solo. Voilà. Donc il est censé aller sur Takona pour l'aider. Il va lui dire que ses amis passent en premier, donc on imagine qu'il se dirige vers Chandrila, vu que ça se passe juste après l'attentat. Or, dans le numéro 2, il part de Kashyyyk. Donc on se dit, ok, donc les amis, entre guillemets, dont il parlait dans le premier, c'est peut-être pas Chandrila, c'était peut-être Chewie sur Kashyyyk, parce qu'on se rappelle, il y a la libération de Kashyyyk pendant Aftermath. Sauf que quoi, il aurait eu le temps de libérer Kashyyyk entre le numéro 1 et 2, pour, dans ce numéro 2, se diriger vers Chandrila, où là, il se dirige bien vers Leia. Donc, il y a un petit couac d'où il est et d'où il se rend, quoi. Autre erreur, on nous dit que Solo se trouve dans l'Outer Rim, alors que Kashyyyk se trouve dans la Mid-Rim. Donc là, grosse erreur. En plus, en gros, là, c'est quand... Il n'a pas passé son cours de géographie. Ah ouais, complètement. Kashyyyk et Takodana, d'ailleurs, qui sont très éloignés sur la carte. Donc, passer de Takodana à Kashyyyk pour libérer Kashyyyk, pour enfin se rendre sur Chandrila, sachant que la libération de Kashyyyk, elle ne se fait pas en une nuit. C'est difficilement inimaginable, donc là, pareil, grosse contradiction. Encore, donc, numéro 2, Solo quitte Chewbacca, qui lui donc reste sur Kashyyyk apparemment pour libérer la planète. Donc, Solo va sur Leia suite à l'attaque de Chandrila. D'après Live Death, l'attaque de Chandrila et la libération de Kashyyyk se passent en même moment. C'est deux événements qui se passent exactement au même moment. Donc là, pareil, contradiction. Mais Sloane, elle est censée être sur Chandrila, je crois, au moment de l'attaque. Hein. Alors ça, j'ai pas cette info-là. Dans mon souvenir, elle était avec Mon Mothma, elles étaient en discussion justement. Voilà, et pendant l'attaque, Sloane s'en va. Voilà, mais Sloane n'est pas censé être en discussion avec Rax à ce moment-là de la croix. Ouais, c'est pour ça que quand on la voit avec l'hologramme de Rax dans le numéro, je sais pas, 1 ou 2, c'est faux. Elle est censée avoir quitté l'Empire temporairement, effectivement. C'est ça. Ensuite, on a quoi? Voilà. Et voilà, un autre problème, alors là, plus mineur, parce que ça concerne que le jeu Uprising, c'est le destin de Bragg. Dans le jeu Uprising, Bragg est tué par le joueur dans la prison impériale qui s'appelle la Crypte, dans une mission se déroulant avant la bataille de Jakku. Et là, dans ce tome-là, il survit jusqu'à la bataille de Jakku. Il est tué par Reyna, donc sur le pont devant Adelard, quoi. Donc, grosse contradiction également. Donc, voilà. Fait que malgré ces contradictions-là, tu donnerais quelle note, John? Alors, on avait mis un 13 au tome 1. Un 14 au tome 2. Donc là, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les conclusions d'arc et tout ça. Moi, c'est un tome que je conseillerais plus aux fans de Star Wars, ceux qui suivent le canon. Franchement, allez-y, quoi, la petite mini-série. Moi, elle m'a plutôt plu et je finis avec, vous allez halluciner. J'y mets un 15, un petit 15 sur 20. Les gens, ça augmente avec les volumes. Ouais, oui, non, parce que encore une fois, le 3, on sera d'accord sur ça pour dire que c'est le moins pire des 3. Mais voilà, moi, tu vois, ça m'a donné envie de dire Aftermath. Tant mieux. Voilà. On a tout à fait le droit de ne pas avoir les mêmes avis. C'est tout à fait normal. Encore plus, comme je dis souvent, sur les dessins. Je veux dire, c'est vraiment une question d'appréciation, souvent. Sauf quand il y a des grosses erreurs flagrantes, là, évidemment. Toi, de ton côté, Loïc? Je suis embêté parce que, sincèrement, je vais avoir du mal à noter. Alors, je vais lui mettre un 11. Parce que peut-être en dessous de la moyenne, ce serait un peu dur et que 10, c'est un peu une note trop facile. Donc, allez, un 11 parce qu'effectivement, c'est pour moi peut-être le moins pire des 3. Ah, ouais. Ça, écoute, il y a l'unanimité sur cet aspect-là pour moi. C'est bon. Écoute, de mon côté, comme je disais, ça va être aussi le meilleur des 3. Ça demeure pour moi dans le bas du classement là, côté comique. J'avais donné un 8 au premier, un 6 au deuxième. Fait que je vais remonter ça à 9 sur 20, à 45%. C'est ça. Pour moi, c'est un échec sur tellement d'aspects, cet album-là. Mais tu sais,
encore plus en termes de bilan, ben, c'est ça, il donnerait une moyenne d'à peu près 7,5-8. C'est ça. C'est vraiment les promesses, les changements de dessinateur, le scénario beaucoup trop complexe pour le format choisi, là, on va dire. Donc, voilà. Un 9 sur 20. J'ai une question pour toi, Oui. Francis. Donc, si cette mini-série aurait été la continuité de la série Star Wars 2020, tu vas peut-être noter différemment, en fait. Sans qu'elle s'appelle la bataille de Jakku, sans que ce soit appelé. Je suis pas certain parce que je trouve qu'ici, c'est ça, le focus est sur qui, là, parce que la série 2020, c'est quand même plus sur Luke, Luke, Leia, Han, Lando. Là, c'est un peu ici, c'est pas tellement. C'est ça, on met l'accent sur Rin, sur des personnages Adel Hart dont on se contrefout. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça a sa place en mini-série. Mais c'est ça, en termes de transition, moi je la trouve parfaitement inutile entre la série de 2020 et la nouvelle série de 2025. Bon, ça, on en rediscutera quand on en sera rendu à critiquer le premier album de la série de 2020. Donc, merci messieurs, ça nous donne quoi comme moyenne? Ça nous donne un 58% de moyenne. Ça va. Ouais, c'est ça. Ça vaut. On a connu pire. Donc, merci, messieurs. C'est sur ces critiques qu'on va conclure l'émission de Star Wars en direct littérature. On a été long, mais c'est ça. Quand même la fin d'un 3 albums, là, d'une mini-série. Et en plus, une des dernières critiques, ou peut-être là, de Loïc. Mais bon, pas littérature en général. Là, Non. En tout cas, sur les comics, c'est sûr. C'est ça, exact. Donc, on vous rappelle les abonnements, les pouces, les partages et compagnie. On veut avoir votre avis aussi là-dessus. Est-ce qu'on a été trop sévère, trop gentil? Comme Georges? Comme Georges, c'est ça exactement. Qu'on n'a pas eu depuis un certain temps, hein, d'ailleurs. Oh, donc, zut, ça va pas de nommer. Oh, zut, quel dommage. C'est comme Boogeyman, il ne faut pas dire son nom. Attends, justement, ça va faire le lien avec les émissions qui arrivent, parce que là, on va attaquer les sorties d'octobre. Là, on a terminé avec septembre. Et octobre, il y a Ahsoka, l'adaptation comics. Ouais, c'est ça. Ben là, les adaptations, on va peut-être mixer ça avec d'autres albums. Mais sinon, on a l'Aventure aussi. C'est quoi, c'est le 3e? Oui, le 3e, tome 3 des Aventures. Et en roman, je ne sais pas si on peut le dire là, mais de toute façon, oui. Là, on travaille sur la sortie enfin du roman Ronin, le fameux roman qui est sorti depuis quelques années déjà, qui était dans les tuyaux depuis trop longtemps, et là, c'est bon. On a eu le plaisir. Donc, avec un invité surprise. Voilà. C'est pas moi. Mais pour rappel, le roman qui était ni canon, ni légende, ni quoi que ce soit. Là. Vraiment, à part. Inspiré de la série Vision, et d'ailleurs, ça va coïncider parfaitement avec la sortie de la saison 3, dans laquelle il y a une suite de Ronin, et qui va préfigurer l'arrivée de la série, de la mini-série animée Ronin, enfin de la suite du 9e Jedi. Excellent. Puis sinon, en termes on va dire des romans canons, ben, le prochain qu'on va critiquer, ça va être Crystal Crown, qu'on a un peu de retard, si on peut dire, dans le sens que la version audio book sort qu'en octobre, alors que le roman physique est sorti en fin juillet, si je me souviens bien, les gens. Donc, voilà. Fait que c'est ce qu'il y a au programme pour les prochains Star Wars en direct littérature. Et bon, c'est très possible qu'il y ait d'autres quad neufs, collector, musique, etc. Donc, d'autres versions. Émission Lego, là. Enfin, ça a sûrement sorti quand. Enfin, Lego, c'est quoi la Rebuild de Galaxy? Je crois qu'il y a une petite interview aussi qui sera peut-être disponible au moment où excellent. Tu vois, j'étais même pas au courant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. On la finira pas. Il va quand même finir par arriver une bande-annonce de Mandalorian et Grogu. Probablement pas tout de suite, mais quand ça va tomber, il y aura aussi une émission. C'est tout à fait exact. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.